Pour commencer, un voyage dans l'univers des mangas. Vous les connaissez peut-être, ils se lisent à l'envers. Un truc d'une rare indigence et d'une médiocrité inouïe. Les héros, vous les connaissez forcément, Goldorak, Candy, Naruto, Dragon Ball. Leurs personnages, leurs bulles et leurs onomatopées, blouk blouk flaouf. Fini les super-héros, ceux d'aujourd'hui sans muscles, un petit peu dérisoires, souvent punk. Bref, la BD n'est plus ce qu'elle était. Tout comme le cinéma ou le jeu vidéo, la bande dessinée fait partie de ces arts nouveaux qui essuient une pluie de critiques depuis sa naissance. Ces critiques sont nombreuses, parfois pertinentes et souvent médiocres, virulentes, voire stupides. Il y en a tant qu'il semble impossible de répondre à chacune d'entre elles. La BD est une sous-littérature, c'est pour les enfants, etc. Soit on prend de notre temps pour essayer de la défendre, soit on utilise ce temps pour avancer. Le choix nous appartient. Un artiste pourtant a essayé de toutes les rassembler au sein d'un seul ouvrage. Il s'agit de Jochen Gerner, un auteur de BD membre notamment de Loubapo. Il publie en 2008 à l'association un ouvrage qui expose toute une collection de critiques envers la bande dessinée, critiques qu'il a rassemblées petit à petit au fil des années. Reprenant ainsi des articles de presse et de diverses autres sources, il nous propose de lire ces critiques en dehors de leur contexte d'origine, tout en les illustrant à sa manière. Les citations et les dessins en pictogrammes se répondent alors dans un chaos savamment orchestré. Contre la bande dessinée, chose lue et entendue, nous permet donc de faire un petit tour d'horizon de ce qui est dit sur la bande dessinée, et donc de mieux comprendre comment elle est perçue au sein de notre société et en particulier au sein des médias. Ce qui pourrait paraître étonnant au premier abord, c'est que Gerner ne cherche pas à démonter une à une chacune de ses critiques. Il se contente seulement de les citer et d'en appuyer l'absurdité ou l'inutilité par la seule force de ses dessins. On va d'abord vous présenter un peu le contenu du livre avant d'essayer de voir quelles leçons on va pouvoir en tirer. Le livre est divisé en plusieurs chapitres, chacun étant concentré sur un type de critique. Gerner aborde les critiques sur la BD elle-même et ses codes dans le premier chapitre où l'on peut lire des choses telles que « La fonction de la bande dessinée est de distraire et de faire rêver », ou des pseudo-théories de la BD comme une vraie bande dessinée fait usage de la bulle, ou encore les pompeux, la bande dessinée est un système verbo-iconique. Quelle que soit la pertinence réelle des propos cités, le fait de les extraire de leur contexte leur donne une toute autre saveur, absurde pour les plus stupides, et pédante et prétentieuse pour les plus élogieuses. On dirait moi quand j'essaie de dire quelque chose d'intelligent sur la bande dessinée. Mais c'est clair, ça fait allusion au redynamisme de l'homme qui doit assurer ce qu'on appelle la systématique de l'orthodoxisation. Dans le second chapitre, Décors et couleurs, les propos qui m'ont le plus surpris sont ceux qui qualifient le dessin de BD comme paysage de montagne avec un Mont Blanc pointu de bande dessinée ou un monde loufoque de BD. Comme si le dessin de BD était universel, qu'il y avait un style particulier de dessin propre à la bande dessinée, à la fois un peu foufou et pas très élaboré. On croirait presque entendre quelque chose du genre « c'est beau pour de la BD ». Oh, les beaux dessins que t'as fait des beaux dessins. Gerner s'attaque ensuite aux personnages. Je ne résiste pas à citer les héros de bande dessinée pour jeunes lecteurs sont souvent des animaux, que Gerner illustre avec la silhouette reconnaissable de Lewis Trondheim. Je m'appelle Lewis Trondheim, je suis auteur de bande dessinée. J'aime aussi il ne faut pas confondre le Superman des bandes dessinées et le surhomme prophétisé par Nietzsche, mettant en exergue que les fantasmes de la BD sont incomparables avec la vraie culture, la culture classique, celle des livres et des philosophes. Bon, je ne vais pas vous faire tout le livre, je pense que vous avez compris le principe, je vais juste vous donner encore quelques citations qui m'ont fait réfléchir, soit fait rire. Le succès de la bande dessinée sentimentalo-mélodramatique japonaise, superbement illustrée par Gerner, une exposition fréquente à des images et des sujets violents dans des bandes dessinées pourrait entraîner une désensibilisation à la violence, une augmentation des sentiments d'hostilité et peut-être une probabilité plus forte de comportements agressifs. Alors ça doit vous rappeler les critiques que l'on entend parfois à propos du jeu vidéo. Pour résumer le propos, en gros, Mohamed Merah, c'est la faute des jeux vidéo. Donc c'est un peu réducteur. Et bien sûr, on a aussi le droit au classique, la bande dessinée est une littérature de bas étage abrutissante pour les enfants et les lecteurs de peu de culture. 3 mots de vocabulaire, c'est... Il y a donc là toute une collection de critiques qui ferait monter en créneau n'importe quel fan de bande dessinée, quelle qu'en soit la modalité, franco-belge, manga ou comics. Mais finalement, est-ce vraiment la peine de s'énerver pour si peu ? C'est la question qu'on va se poser. L'une des sources que cite Gerner à la fin de sa BD est Contre Sainte-Beuve de Proust, auquel le titre Contre la bande dessinée fait de toute façon clairement référence. Sainte-Beuve, Charles-Augustin de son prénom, était un critique littéraire du 19e qui prônait qu'il fallait étudier la biographie de l'auteur et connaître ses intentions pour comprendre une œuvre. Pour faire simple, pour Sainte-Beuve, une œuvre ne peut pas s'expliquer par elle-même, on ne peut la comprendre que si l'on comprend son auteur. La littérature, disait Sainte-Beuve,
n'est pas pour moi distincte, ou du moins séparable du reste de l'homme et de l'organisation. Tant qu'on ne sait pas adresser sur un auteur un certain nombre de questions, et qu'on n'y a pas répondu, on n'est pas sûr de le tenir tout entier, quand bien même ces questions sembleraient les plus étrangères à la nature de ses écrits. Que pensait-il de la religion? Comment était-il affecté du spectacle de la nature? Comment se comportait-il sur l'article des femmes, sur l'article de l'argent? Aucune réponse à ces questions n'est indifférente pour juger l'auteur d'un livre et le livre lui-même. C'est à cette vision que s'oppose Proust. Tout au long de sa carrière, il a écrit des critiques littéraires sur des œuvres qu'il appréciait, critiques qui seront rassemblées après sa mort au sein d'un recueil qui prendra le nom de Contre Sainte-Beuve. Si le recueil porte ce titre, c'est que Proust s'oppose clairement, et parfois même de façon violente, à Charles-Augustin et à sa vision de la critique. Selon Proust, une œuvre devrait s'étudier et se critiquer en elle-même, indépendamment des éléments extérieurs. Les seuls critères d'une œuvre devraient être les critères du média dans lequel l'œuvre s'inscrit. Il ajoute qu'il faut séparer l'homme de l'artiste. Quand on crée une œuvre, on fait appel à un autre moi, plus profond, différent de la personne que l'on est au quotidien. On a donc deux visions qui s'opposent, soit la clé de lecture d'une œuvre est dans son auteur, soit une œuvre peut se comprendre par elle-même. Personnellement, je dois avouer que je penche plutôt du côté de Proust. Je pense qu'une œuvre doit se suffire à elle-même. Par contre, je ne nie pas que la connaissance de la vie d'un auteur, ou du reste de sa bibliographie, puisse nous éclairer sur la compréhension d'une œuvre en particulier. D'un autre côté, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Proust quand il dit que l'homme qui écrit est différent de l'homme du quotidien. Mais je reste convaincu que la moralité d'un homme, qu'elle soit bonne ou mauvaise, n'influe pas sur les qualités intrinsèques d'une œuvre. Un Maroufle peut très bien faire des œuvres de génie, tandis qu'un homme de charité peut très bien être un artiste de basse qualité. En tant que vidéaste qui parle de bande dessinée, tout ceci a une grande importance. Par réactance, si l'un des auteurs dont je parle dans une vidéo me dit qu'il n'apprécie pas mon contenu, ou pire, s'il me dit que j'ai raconté n'importe quoi, je serai forcément dégoûté. Je dois avouer que je ne sais pas si j'aurai la force mentale suffisante pour faire la distinction entre l'œuvre et son auteur à ce moment-là, ni même d'ailleurs la distinction entre moi et mon contenu. J'espère donc de tout mon cœur que ce genre de situation n'arrivera jamais, ou que les auteurs sauront me corriger gentiment. Je pense que c'est ma peur principale concernant ma chaîne YouTube d'ailleurs. Bon allez, fin de la parenthèse, on rentre dans le sujet. Même si le livre de Gerner est différent de celui de Proust, tant sur le fond que sur la forme, les deux abordent le sujet de la critique de leurs propres médias. Proust nous met en garde contre une critique purement intentionniste, quand Gerner nous met plutôt en garde contre les critiques sans fondement. Aucune des critiques que Gerner a citées dans son livre n'est une critique pertinente du média, car elles touchent toutes à des éléments extérieurs à la bande dessinée, que ce soit la violence, la pauvreté du dessin et de la narration, ou encore le côté marketing. Toutes ces critiques contre la BD, quelle que soit leur forme, ne sont pas légitimes car elles n'attaquent pas la bande dessinée en elle-même, mais uniquement une image tronquée que l'on peut avoir du média. Par exemple, dire d'une bande dessinée qu'elle est mauvaise parce qu'elle est violente ne dit rien de la bande dessinée en elle-même, puisque ces deux termes ne sont pas liés par essence. Cela nous renseigne juste sur l'auteur de la critique, il n'aime pas la violence. Mais nous, son avis sur la violence, on s'en tape. Ce qu'on veut savoir, c'est pourquoi telle ou telle BD est une bonne BD ou non. Et ceci n'a rien à voir avec la violence ou non de l'œuvre, mais avec ce qu'est une bonne bande dessinée. Au fond, si un critique s'attaque à la violence d'une œuvre, il se trompe d'adversaire ou d'arme de combat. Et comme nous allons le voir, répondre sérieusement à ce genre de critique, c'est nous tromper d'adversaire ou d'armes de combat à notre tour. Ce sont des critiques moralistes et cela ne sert à rien de se battre contre elles. Je pense que ça ne sert vraiment et malheureusement à rien de leur tendre la main. Ça ne les intéresse pas. Ils ne sont pas dans une démarche de curiosité intellectuelle. Ils tiennent des propos qui sont tellement éloignés de la réalité et tellement mal informés qu'on aurait plus de chances de s'adresser à un mur directement. Le titre lui-même prend alors un sens nouveau. Il est impossible de porter une critique contre la bande dessinée si l'on n'a pas compris ce qu'était une bande dessinée. Et les personnes qui portent ce genre de critique sur des éléments extérieurs, accidentels à la bande dessinée, démontrent justement par leur critique même qu'ils n'ont pas compris ce qu'était une bande dessinée. C'est pour cela que les propos contre la BD sont des propos lus et entendus comme le précise le titre, car ils ressemblent plus à des bribes de conversation de comptoir qu'à des essais contre la bande dessinée et qu'ils n'ont donc aucune légitimité. C'est donc une perte de temps d'essayer de combattre ce genre de propos. Si quelqu'un vous affirme que la BD c'est pour les enfants, ça ne sert à rien de lui prouver le contraire en lui citant des œuvres plus matures. Premièrement parce qu'il n'en a rien à faire de vos arguments, et que tout ce que vous allez faire c'est de prêcher des convaincus. Et deuxièmement parce que sa critique du médium n'a aucune légitimité puisqu'elle ne vise pas le médium en lui-même. Répondre à ce genre d'argument c'est simplement faire preuve de ressentiment et cela va au final donner raison à votre adversaire. À votre avis, qui demande à ce que son œuvre préférée soit prise pour quelque chose d'adulte, si ce n'est un enfant? Qui d'autre qu'un enfant dirait quelque chose comme « Ah non, un One Piece c'est pas pour les enfants, c'est aussi pour les grands ». Et si à 40 ans vous êtes encore à chouiner
Je comprends pas, quand je dis à mon patron que je regarde One Piece, il se moque de moi, c'est dégueulasse. Eh bien, c'est que vous n'êtes toujours pas un adulte. Bref, vous l'aurez compris, cet argument me gêne particulièrement parce que je ne le comprends pas. Je ne vois pas l'intérêt et surtout, il est généralement dit dans une sorte de besoin de légitimité à des gens qui ne vous la donneront jamais. Si Gunm est un manga génial par exemple, ce n'est pas parce qu'il est mature ou qu'il aborde des thèmes philosophiques, puisqu'il le fera de toute façon moins bien qu'un traité de philo. L'objectif de Gunm n'est pas d'être un cours de philosophie. Si Gunm est un manga génial, c'est tout simplement dans sa structure elle-même. Gunm doit être bien avant tout en tant que manga et non en tant qu'œuvre mature et profonde. Ne soyez donc pas des Don Quichotte. Se défendre de la stupidité de votre média, ce n'est pas défendre votre média, c'est simplement vouloir défendre votre ego. Et votre ego, on s'en fiche. Vous ne pouvez pas prétendre aimer les mangas si vous ne défendez que des œuvres d'exception. Si je veux critiquer la BD des blondes, je ne peux pas me contenter de dire que c'est une BD stupide ou qu'elle n'est pas drôle. Je dois montrer en quoi c'est une mauvaise bande dessinée en l'étudiant non seulement en tant qu'œuvre, mais aussi et surtout en tant que bande dessinée. Et cela demande plus d'efforts qu'il n'y paraît. Si je ne fais pas ça, je ne vaudrais pas mieux que ceux qui disent que la BD est un sous-art parce qu'elle est violente ou enfantine. Une critique, bonne ou mauvaise, d'une œuvre doit se faire en respectant le médium de l'œuvre. Et c'est pour cela que le livre de Garner est l'une des meilleures réponses que l'on peut donner sur ce sujet. Il ne donne aucun contre-argument puisque ça n'aurait aucun sens de le faire. Il se contente de citer les propos de ses adversaires tout en s'amusant, car ses propos contre la bande dessinée sont en eux-mêmes des réponses pertinentes et suffisantes à ce qu'ils racontent. Ils s'auto-détruisent en quelque sorte, puisque leur seule existence suffit à révéler tout le vide qu'ils contiennent. Quand j'ai commencé ma chaîne, il y a maintenant plus de 5 ans, je pense que j'avais cet objectif très naïf, justement, de cultiver de manière très humble, d'informer, de renseigner, et de combattre ces clichés que j'entendais depuis les années 90. Mais quelques années plus tard, nous voici en 2021, et on ne peut que constater qu'il y a encore un bon nombre de personnes qui en réalité n'en ont rien à faire de se renseigner. Tout ce qu'ils veulent, c'est faire rentrer les choses dans des cases. Alors certes, c'est un peu triste quelque part, mais si ces gens refusent catégoriquement d'au moins prêter l'oreille, eh bien moi, je cesse de leur parler.